Les cloches de St. Swithin avaient toujours sonné amicalement à Little Harting, comme une invitation joyeuse plutôt qu'un ordre. Ce samedi-là, elles résonnèrent d'un éclat particulier, comme si le village lui-même avait été dépoussiéré et paré pour recevoir des invités. Même la lumière de février, pâle comme du lait dilué, semblait vouloir faire la fête. Au bout du chemin, la haie du cimetière avait été taillée à ras, et des rubans blancs, bien sûr, avec une discrète touche de bleu, flottaient au porche où se rassemblèrent les invités. Les villageois étaient venus en nombre, signe soit d'une profonde affection pour les mariés, soit d'un goût pour le spectacle. À Little Harting, il était difficile de dissocier les deux. Miss Jane Marple arriva au bras de la cousine de Madame Bantry, Madame Elspeth Weeks, qui avait insisté, assez fort, sur le fait que cela ferait du bien à Jane de vivre un peu et de ne pas passer tout son temps avec ces affreux vieux catalogues. Miss Marple, qui n'avait aucune intention de discuter d'aussi près, se laissa conduire sur un banc à gauche, pas trop près du premier rang. Elle s'assit, comme toujours, comme si elle se reposait simplement les mains et l'esprit. Une femme âgée aux habitudes confortables, son petit chapeau soigneusement épinglé, le regard doux. Seuls ceux qui la connaissaient vraiment auraient remarqué la vigilance tranquille, l'attention légèrement amusée qu'elle portait à tout, les visages, les mains, les petits mouvements que les gens faisaient lorsqu'ils se croyaient hors de vue. À l'hôtel, le vicaire feuilletait son livre avec agitation et souriait un peu trop souvent. Les fleurs étaient magnifiques, des fleurs de serre importées d'un pays coûteux, dont le parfum légèrement anxieux se mêlait à la chaleur de l'église. Quelques bancs plus loin, M. Lionel Harting, propriétaire de Harting House et principal donateur de toutes les œuvres caritatives depuis 20 ans, était assis, le dos raide, à côté de sa nouvelle épouse, Célina. Les gants pâles de Célina étaient impeccables. Ses lèvres, en revanche, ne l'étaient pas. « C'est un mariage parfait », murmura Madame Weeks, comme si l'ensemble de l'union risquait de s'effondrer sans son souffle. « La jeune Fairchild est belle, et Lionel possède des terres. Quant à ce jeune homme, M. Mark, il a de l'avenir. On dit qu'il se lance en politique. » Miss Marple laissa échapper un murmure convenu. Elle n'avait rencontré la mariée qu'une seule fois, lors d'une braderie organisée par l'Institut des femmes, où Clara Fairchild était apparue vêtue d'un manteau trop élégant pour l'occasion et avait souri comme si sourire était son métier. Elle avait été aimable, certes, mais à un moment donné, lorsque quelqu'un avait évoqué l'idée de « se caser », les doigts de Clara s'étaient crispés sur une tasse de thé d'une manière qui avait fait penser à Miss Marple à un oiseau pris au piège. Le marié se tenait alors devant, Mark Fairchild, grand et beau comme on appréciait au village, mâchoire carrée, épaules carrées, un sourire qui semblait avoir été répété devant un miroir. Il jetait sans cesse des coups d'œil vers l'allée, son expression oscillant entre impatience et irritation, tel un homme attendant un train en retard, mais pas suffisamment pour justifier une plainte. Derrière Miss Marple, 2 jeunes filles de la boulangerie gloussaient doucement. « Sa robe a coûté plus cher que mon salaire annuel », a chuchoté l'une d'elles. « Chut ! Maman dit qu'elle l'épouse pour s'enfuir », répondit l'autre, savourant la phrase comme s'il s'agissait de sucre. Loin de quoi ? De sa mère déjà, et de... enfin, vous savez. Miss Marple le savait, ou du moins, elle connaissait la structure de ces phrases. Dans les villages, « bien » était souvent le mot le plus accablant de la langue. L'orgue se mit à jouer, et un mouvement se fit entendre. Les coups se tendirent, les programmes s'agitèrent. Les yeux de Madame Célina Harting s'illuminèrent de satisfaction, puis se plissèrent légèrement, tandis qu'elle se penchait vers son mari. « Elle est en retard, » dit-elle, et ces mots étaient si tranchants qu'ils auraient pu couper de la dentelle. « Clara n'est jamais en retard, » répondit M. Lionel. On aurait dit une vérité qu'il avait achetée. La musique s'arrêta. Un silence gênant s'installa dans la nef, pesant lourdement. Le vicaire s'éclaircit la gorge. Quelqu'un toussa. Dehors, une portière de voiture claqua. Mark Fairchild se retourna, le sourire figé, et pendant un instant ses yeux, bleus, charmants et soudain froids, scrutèrent le fond de l'église comme s'il s'attendait à voir apparaître Clara en riant, une jolie excuse jaillissant de sa bouche. Personne n'est venu. Une minute passa, puis une autre. Le père de la mariée, M. Gerald Fairchild, se leva à moitié de son banc et se rassit, les joues rouges à force de s'efforcer de garder son calme. La mère de Clara, Madame Imogen Fairchild, restait parfaitement immobile, le visage empreint d'une sérénité qui ne se reflétait pas tout à fait dans ses mains. Celle-ci était si serrée sur ses genoux que ses jointures étaient devenues blanches. Le regard de Miss Marple se porta sur l'allée latérale, où le sacristain rôdait, l'air incertain.
Elle remarqua aussi la demoiselle d'honneur, mademoiselle Poppy Draycott, une jeune fille du coin aux sourcils épais et ambitieux, debout près de l'autel. Le bouquet de Poppy tremblait légèrement. Était-ce le trac? Ou peut-être autre chose? Finalement, le vicaire se pencha vers le sacristain qui s'éclipsa. Des murmures s'élevèrent comme un vol des tourneaux, rapides, vifs, excités. Madame Wicks serra les lèvres avec l'air d'une femme savourant le désastre. « Oh » souffla-t-elle. « Oh, Jane, il s'est passé quelque chose !» Le regard bienveillant de Miss Marple était posé sur Mark Fairchild. Il avait fait un pas vers l'allée, puis s'était arrêté. Ses mains, soigneusement vides, s'étaient légèrement crispées, comme s'il réprimait l'envie de saisir quelqu'un et d'extorquer des réponses. Une porte latérale s'ouvrit. Non pas l'entrée principale, mais la petite porte de la sacristie. Le sacristain apparut, pâle et en sueur, suivi de la sœur de Madame Imogen Fairchild, tante Lucinda, une femme imposante vêtue de pourpre. Elle remonta l'allée d'un pas droit, avec la détermination d'un navire de guerre. Le vicaire alla à sa rencontre. Tante Lucinda parla à voix basse, mais le silence était tel dans l'église que ses paroles portèrent de « malgré tout ». « Elle n'est pas là, » dit tante Lucinda. « La chambre est vide, la robe a disparu, ses chaussures ont disparu, et la fenêtre est ouverte. » Un murmure d'effroi et de délectation parcourut les bancs. Le sourire de Mark Fairchild s'effaça enfin. Pour la première fois de la matinée, il avait l'air d'un homme qui avait égaré quelque chose de précieux ou de dangereux. Et Miss Marple, assise tranquillement sur son banc, pensa à une jeune fille qu'elle avait connue à St. Mary Mead, qui avait disparu la veille de son mariage, ne laissant derrière elle qu'un ruban et un mensonge. Un instant après l'annonce de tante Lucinda, personne ne bougea. L'assemblée entière semblait figée dans la cire, visage impassible, bouche entr'ouverte, yeux brillants d'incrédulité. Puis le son commença, un murmure sourd, s'amplifiant et se superposant, chaque chuchotement se mêlant au suivant, jusqu'à ce que l'église paraisse emplie d'ailes agitées. « Pas là! Fuyez! Ouvrez la fenêtre !» dit-elle. Le vicaire leva les deux mains dans un geste d'appel vain. « S'il vous plaît, restez calme. Je suis sûr qu'il y a une explication simple. » « Alors, qu'on l'entende, » lança Célina Harting d'un ton sec depuis son banc, son calme imperturbable. Une mariée ne disparaît pas comme par magie. Mark Fairchild n'avait pas dit un mot. Il se tenait très droit, mais la rougeur qui lui était montée aux joues s'était dissipée, laissant apparaître un teint pâle sous une apparence soignée. Son regard était fixé sur tante Lucinda. « Que voulez-vous dire par « la fenêtre était ouverte » demanda-t-il. Sa voix était calme, mais portait facilement. « Ouverte comment ?»« Ouverte, comme si elle n'était pas verrouillée, » répondit tante Lucinda. « Assez large pour qu'une personne puisse passer. La pièce était vide. La robe de Clara avait disparu de la chaise. Ses chaussures de voyage aussi. Je les ai vues moi-même. »« Des chaussures de voyage, » répéta faiblement Madame Wicks. Les doigts de Miss Marple se crispèrent presque imperceptiblement sur son sac à main. Des chaussures de voyage n'étaient pas faites pour remonter l'allée jusqu'à l'hôtel. Elles évoquaient la prévoyance, le confort et la distance. Monsieur Gerald Fairchild se releva enfin en titubant. « C'est absurde, » dit-il d'une voix rauque. « Clara ne nous humilierait jamais de la sorte. » Madame Imogen Fairchild resta assise. Ses yeux étaient fixés sur la nappe d'autel, mais ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, comme si elle écoutait quelque chose au-delà du tumulte. Mark fit deux pas rapides vers la porte de la sacristie. « Je vais voir par moi-même. » Le vicaire hésita une seconde avant de le suivre. Tante Lucinda fit volte-face et les suivit d'un pas décidé, sa jupe claquant avec indignation. Un groupe d'invités fit mine de les suivre, mais la voix de Célina Harting retentit dans l'allée. « Restez où vous êtes, nous aurons déjà assez de chaos sans en rajouter. » L'autorité dans sa voix était indéniable. Les gens se turent à contre-cœur. Le murmure reprit, plus faible mais non moins fervent. Derrière Miss Marple, les vendeuses de la boulangerie avaient abandonné toute prétention de bienséance. « Elle s'est enfuie, » souffla l'un d'eux. « Ou alors quelqu'un l'a enlevée. »« Ne soyez pas idiot. Qui la prendrait ?» Miss Marple inclina légèrement la tête. « Qui donc ?» Clara Fairchild avait du charme, assurément, et une beauté remarquable. Elle avait aussi, si l'on en croyait les commérages du village, un tempérament enclin à l'impatience. C'est Madame Wicks qui s'est penchée et a chuchoté « Jane, tu ne penses pas qu'elle m'ait fait quelque chose de désespéré ?»« Ma chère, » murmura doucement Miss Marple, « le désespoir laisse généralement des traces. Nous verrons bien lesquelles. » Plusieurs minutes s'écoulèrent. L'organiste, ne sachant que faire, s'agitait sur son banc. Dehors,
Une rafale de vent fit trembler les vitraux, et quelqu'un au fond de la salle réprima un rire qui frôlait l'hystérie. Enfin, la porte de la sacristie s'ouvrit de nouveau. Mark sortit le premier. Son expression avait changé. Ce n'était plus seulement du choc, mais quelque chose de plus difficile à définir. Du calcul, peut-être. Derrière lui arrivait le vicaire, plus troublé que jamais, et tante Lucinda, dont le calme imperturbable avait laissé place à l'indignation. « Eh bien ?» demanda Gerald Fairchild. Mark descendit lentement les marches. « Elle est partie, dit-il. Il n'y a aucune trace d'elle ni dans l'église ni dans le jardin. La fenêtre donne sur le sentier latéral près des ifs. Il y a des empreintes de pas dans le givre. » Une inspiration collective. « Des empreintes, » répéta Célina. « À qui ?» Mark hésita. « 2 séries. » La nouvelle tomba lourdement. Madame Imogen Fairchild émit un petit son étouffé. « 2, » répéta Gerald. « Vous en êtes certain. »« Oui, celle de Clara, petite et étroite, et une autre, plus grande. » La mâchoire de Mark se crispa. « Celle d'un homme, devrais-je dire. » L'effet fut immédiat et fulgurant. Les spéculations se muèrent en certitude chez beaucoup. Elle s'est enfuie avec quelqu'un. Honteux, qui cela pourrait-il être? Miss Marple ferma brièvement les yeux, non pas inquiète, mais pensive. 2 séries d'empreintes. Ce détail lui avait été donné si vite, presque trop facilement. Elle se demanda qui les avait remarquées en premier, Mark lui-même, ou bien on le lui avait-il dit. « Et pas de mots ?» demanda Célina, le regard perçant comme une épingle. « Aucun, » répondit le vicaire. La pièce était en ordre, il n'y avait aucun signe de lutte. « Ça ne prouve rien, » rétorqua tante Lucinda. « Les filles se laissent facilement berner par des bêtises. Clara n'est pas facile à convaincre, » dit Mark d'une voix calme. C'était la première fois qu'il prononçait son nom depuis la révélation. La façon dont il l'a dit, prudente, maîtrisée, a incité Miss Marple à le regarder à nouveau. Dehors, un nouveau bruit se fit entendre. Le sacristain se précipita à nouveau à l'intérieur, essoufflé. « Monsieur, il y a eu un appel, du chemin du vieux moulin. Le fils du fermier Ridley a trouvé quelque chose. » Un silence plus lourd qu'auparavant s'abattit sur l'église. « Quoi donc ?» demanda Gérald. Le bedeau déglutit. « Un voile, monsieur, de la soie blanche, pris dans la haie près du virage. » Madame Imogen Fairchild vacillait sur son siège. Tante Lucinda la rattrapa par le bras juste à temps. Le visage de Mark s'était complètement figé. « La route du vieux moulin, » répéta-t-il, « c'est à environ 800 mètres d'ici. »« Oui, monsieur. » Miss Marple se leva alors, discrètement mais avec détermination. Madame Wicks parut surprise. « Jeanne ?»« Ma chère, » dit doucement Miss Marple en ajustant ses gants. Il semblerait que la matinée de Clara ait pris une tournure quelque peu inattendue. Et quand de jeunes femmes disparaissent en robe de mariée, il faut espérer une bêtise, mais se préparer à autre chose. Elle jeta un dernier coup d'œil à Mark Fairchild. Il s'était tourné vers les portes de l'église, déjà en mouvement, comme contraint et forcé. Dehors, les cloches s'étaient tues. L'air était plus vif, la lumière moins douce. Et quelque part, au-delà de la haie du chemin du vieux moulin, un morceau de soie nuptiale frémissait légèrement dans le vent froid, tissant le premier véritable fil d'une énigme qui ne se dénouerait pas si facilement. La foule débordait de St. Swithin's avec une précipitation presque indécente, la bienséance ayant été complètement éclipsée par la promesse de scandale. Le givre persistait sur l'herbe ombragée, crissant sous les pas tandis que de petits groupes se formaient et se reformaient, chacun cherchant à se rapprocher au plus près du drame qui se déroulait. Les rubans blancs du porche flottaient avec entrain, d'une gaieté presque absurde sous la lumière particulière. Mark Fairchild devançait les autres d'un pas décidé, ses longues jambes avalant le chemin vers Old Mill Road. Gérald suivait plus lentement, une main pressée contre son chapeau comme pour retenir ses pensées. Tante Lucinda soutenait Imogen, dont le visage s'était figé dans une immobilité étrange, ni larmes, ni hystérie, mais une expression attentive. Miss Marple ne se pressait pas. Elle marchait aux côtés de Madame Wicks, qui haletait légèrement mais refusait d'être laissée pour compte. « 2 séries d'empreintes de pas, » murmura Madame Wicks. « Et un voile sur la haie, c'est assez épouvantable. »« Oui, » acquiesça Miss Marple d'un ton doux, « mais il faut se méfier des choses terribles. Elles sont parfois arrangées pour en avoir l'air. » Ils atteignirent sur le virage de Old Mill Road, au moment précis où le fils du fermier Ridley, un garçon maigre de 17 ans aux oreilles rouges et à l'air d'une importance capitale, désigna un enchevêtrement d'aubépines. Un morceau de soie blanche, délicat et reconnaissable entre tous, était pris dans les épines. Il frémissait légèrement dans la brise comme un signal. Mark fut le premier à passer. Sans hésiter, il leva la main et souleva le voile.
malgré les épines qui semblaient le retenir. Il l'examina rapidement. « C'est à elle, dit-il. Je l'ai vu l'essayer. » Gérald s'avança. « Laissez-moi voir. » Ses mains tremblaient lorsqu'il prit le tissu, ses doigts effleurant la fine bordure. « Oui, oui, c'est à Clara. »« Où l'as-tu trouvée exactement ?» demanda tante Lucinda au garçon. « Juste là, madame. Je traversais le champ en venant du bas. J'ai d'abord cru que c'était un mouton pris au piège. »« Et les empreintes ?» demanda Marc d'un ton sec. Le garçon désigna le bord du chemin. « Il y en avait, monsieur, mais les gens ont piétiné depuis que je suis allé chercher papa. » En effet, le sol était désormais un enchevêtrement d'empreintes, bottes et chaussures se chevauchant en un motif chaotique. Seule la lisière intérieure du fossé permettait encore à Miss Marple de distinguer la faible trace de 2 empreintes plus anciennes, partiellement conservées par le gel. Elle s'approcha, regardant en bas avec une curiosité apparemment modérée. « Quel dommage, murmura-t-elle. Frost est si docile tant qu'on ne la dérange pas. » Marc lui jeta un bref coup d'œil comme s'il venait seulement de remarquer sa présence. « Tu les as vus dans la sacristie ?» demanda-t-il au garçon. « Non, monsieur. Le vicaire a dit que vous l'aviez fait. » Le regard de Marc s'est brièvement égaré. « Oui, a-t-il dit. Depuis la fenêtre, il y avait 2 rangées de fenêtres qui partaient vers le sentier. Et ici. » Selina Harting était arrivée, son manteau serré autour d'elle. « Est-ce que ça mène plus loin ?» Le garçon secoua la tête. « Difficile à dire maintenant, madame. » Gérald prit une longue inspiration tremblante. « Cela ne prouve rien, dit-il. Elle a peut-être trébuché, déchiré le voile, revenu par un autre chemin. »« Sans être vue ?» demanda Selina d'un ton froid. « Dans une robe de satin blanc. » Personne n'a répondu. Imogen Fairchild s'avança enfin. Elle prit le voile des mains de son mari et le porta brièvement à ses lèvres, puis le rabaissa. « Elle ne serait pas partie de son plein gré, dit-elle d'une voix très douce. Clara ne serait pas partie comme ça. » Les yeux de tante Lucinda étincelèrent, à moins qu'elle n'ait été trompée ou menacée. « Par qui ?» demanda Marc trop rapidement. Le silence retomba, lourd et chargé d'attente. C'est à ce moment précis que le grondement lointain d'une voiture retentit. Les têtes se tournèrent. Un véhicule sombre s'approchait du village, sa progression mesurée et officielle. L'inspecteur Craddock, fraîchement affecté au district et désireux de faire ses preuves, en sortit avec une vivacité qui trahissait à la fois compétence et jeunesse. « Je crois comprendre qu'il y a eu un incident, » dit-il en retirant ses gants. Son regard passa du voile au visage rassemblé. « Mademoiselle Clara Fairchild est portée disparue. »« Disparue ?» répéta Gérald. « Le matin de son mariage, » ajouta Selina d'un ton accusateur. Craddock hocha la tête une fois. « Il me faut un récit clair. Monsieur Fairchild. » Il regarda Marc. « Vous étiez le dernier à l'avoir vue. »« J'attendais à l'hôtel, » répondit Marc d'un ton égal. « Elle s'habillait dans la sacristie. Comme elle n'arrivait pas, nous sommes allés la chercher. La fenêtre était ouverte. Il y avait des empreintes de pas. »« 2 séries, demanda Craddock. « Oui. » Craddock plissa légèrement les yeux. « Vous les avez observées vous-même. »« Je l'ai fait. » Miss Marple remarqua qu'il ne donna pas plus de détails. « Et le voile ?» Craddock se tourna vers le garçon, qui répéta sa découverte avec un plaisir croissant. Craddock examina la haie d'aubépine, le givre perturbé, la route qui s'étendait devant lui vers le moulin, et, au-delà, vers la campagne environnante. « Aucune trace de voiture ?» demanda-t-il. « Non, monsieur, » répondit le garçon. « Juste la route. » Craddock se redressa. « Tant que nous n'en saurons pas plus, nous devons envisager toutes les possibilités. Un départ volontaire, une fugue, ou quelque chose de moins agréable. » Il marqua une pause. « Madame Fairchild, votre fille semblait-elle perturbée ces derniers jours ?» Imogen serra le voile dans ses doigts. « Elle était attentionnée, dit-elle. Les mariés le sont souvent. Et vous, monsieur ?» Craddock regarda Marc. Un désaccord, une raison quelconque pour laquelle elle aurait souhaité reporter. Marc serra les dents. Aucun. Nous étions parfaitement satisfaits. Le mot était là, poli et ferme. Miss Marple, observant la scène, repensa à la tasse de thé de la brocante et aux doigts crispés. Le contentement était une chose étrange. Il fallait parfois s'y entraîner. Craddock désigna le village du doigt. « Je vais envoyer des hommes fouiller la route menant au moulin et les champs au-delà. Nous examinerons également la sacristie de plus près. » Son regard s'attarda sur le voile. « Tant que nous n'aurons pas de preuve de son décès, nous considérerons que mademoiselle Fairchild est vivante et qu'on peut la retrouver. Vivant et capable. » La formulation était soignée. Tandis que l'inspecteur commençait à donner ses instructions, Miss Marple laissa son regard parcourir une dernière fois le bord du précipice. Là,
À demi dissimulé sous une tache de givre éraflée, se trouvait quelque chose de petit et de sombre. Ni de soie, ni de ruban. Elle se pencha légèrement, comme pour ajuster sa chaussure, et le vit clairement. Une trace de terre, plus sombre que le reste, comme si quelque chose d'humide s'y était pressé. Ou bien quelqu'un s'était arrêté. Elle se redressa lentement. Si Clara avait fui, elle n'était pas seule. Mais restait à savoir si elle avait couru vers la liberté, ou si elle avait été entraînée vers un destin bien plus sombre. Les hommes de l'inspecteur Craddock se déployèrent le long de la route du vieux moulin, leurs bottes désormais prudentes, évitant soigneusement les zones encore intactes. La haie n'était plus agitée sans surveillance. Le voile avait été plié et placé dans un sac à preuve en papier, son innocence aérienne ayant laissé place à une manipulation officielle. Les villageois, qui s'étaient peu d'abord précipités en avant avec une curiosité vive, s'attardèrent au maintenant à une distance respectueuse, chuchotant en petits groupes discrets. Miss Marple resta près du bord du précipice, son regard se posant de nouveau sur la tache plus sombre qu'elle avait remarquée sous le givre. Rien de dramatique, aucune trace vive, aucun signe de violence. Simplement la terre semblait s'enfoncer plus profondément qu'ailleurs, comme si le sol avait subi un poids, puis avait été de nouveau remué. Elle observa les alentours en silence. Mark Fairchild se tenait à quelques pas de là, parlant à voix basse avec l'inspecteur Craddock. Il se tenait droit, son expression était impassible, mais la tension palpable dans ses épaules trahissait une certaine crispation. Craddock se tourna vers lui. « Vous dites avoir vu 2 séries d'empreintes de pas depuis la fenêtre de la sacristie menant vers ce chemin. Étaient-elles côte à côte ?»« Dans l'ensemble, » répondit Mark, « très proches les uns des autres. »« En cours d'exécution ?»« Non, à pied. » Miss Marple le remarqua attentivement. Marcher impliquait une réflexion. Cela ne laissait entrevoir aucune lutte de ce point de vue. Pourtant, le point de vue pouvait être trompeur. Gerald Fairchild s'approcha de l'inspecteur, la voix tendue. « Inspecteur, vous ne croyez tout de même pas qu'elle se soit enfuie le matin de son mariage. Clara n'infligerait jamais une telle humiliation à sa mère. » L'expression de Craddock demeura neutre. « Pour l'instant, monsieur, je ne crois à rien. Je rassemble les faits. » Tante Lucinda intervint sèchement. « Il y a des hommes dans ce village qui ont jeté des regards insistants sur Clara. Le neveu du boulanger, par exemple, et le frère du jeune Draycott. Il est un peu trop attentionné. » À l'évocation de Draycott, le regard de Miss Marple se porta instinctivement sur Poppy, qui se tenait pâle et silencieuse près du portail. Son bouquet avait disparu. Elle serrait les mains comme si elle pouvait la trahir. Son regard oscillait entre Mark et d'autres regards. Craddock prit note. « Les noms, s'il vous plaît. » Selina Harting s'approcha d'un ton froid. « Inspecteur, je me permets de suggérer que les amourettes villageoises sont peu susceptibles de produire un tel spectacle. Si Clara avait choisi de s'enfuir avec un admirateur peu recommandable, elle n'aurait certainement pas laissé de traces aussi facilement découvertes. « Pratique, » répéta Craddock. « 2 séries d'empreintes, parfaitement visibles. Un voile coincé exactement là où on le trouverait. » Selina plissa les yeux. « Ça sent la mise en scène. » Miss Marple s'autorisa un léger hochement de tête. Le mot « démonstration » était en effet bien choisi. Le regard de Mark se porta sur Selina. « Tu insinues quelque chose. » « Je n'insinue rien, » a-t-elle répondu. « Je ne fais que constater. » Craddock reporta son attention sur le sol. « Nous allons suivre la route jusqu'au moulin, dit-il. Si mademoiselle Fairchild a continué à pied, elle n'a pas pu aller bien loin sans croiser quelqu'un. Si un véhicule l'a croisée, nous pourrions trouver des traces de pneus. Le gel les retiendrait, dit doucement Miss Marple. Plusieurs têtes se tournèrent à son intervention discrète. Craddock la regarda avec une légère curiosité. « Vous êtes Miss Marple, résidente de St. Mary Mead, simple visiteuse. » Il inclina poliment la tête. « Tout à fait. Oui, le givre peut bien conserver les empreintes, jusqu'à ce qu'on les perturbe. »« En effet, » murmura-t-elle. Un des agents a crié depuis un peu plus loin dans le virage « Inspecteur !» Craddock s'avança vers lui à grands pas, Mark sur ses talons. Les autres suivirent avec plus de prudence. Le long du fossé, juste au-delà de la haie, on distinguait de faibles lignes parallèles imprimées dans le talus durci. Elles n'étaient pas fraîches au sens d'instants précédents, mais elles n'étaient pas anciennes non plus. « Des traces de pneus », a déclaré le policier. « Véhicule léger, garé juste en bordure de route, je dirais. » Craddock s'accroupit pour les examiner. « Orienté dans quelle direction ?»« En direction du moulin. Et vous partez ?»« Difficile à dire, monsieur. La route est utilisée depuis. » Mark se redressa lentement. « Si quelqu'un l'a rencontré, dit-il, c'était prévu. »
Imogen Fairchild laissa échapper un soupir presque sanglotant. Clara refusait de monter dans une voiture avec un inconnu. « Non », acquiesça doucement Miss Marple. « Pas une inconnue. » Le mot persistait. Craddock se leva. « Nous allons vérifier le moulin et les chaumières alentours. Monsieur Fairchild, dit-il en s'adressant à Gérald, je préférerais que la famille rentre chez elle. Il se peut que nous ayons chez vous des informations utiles, des lettres, des visiteurs récents. » Gérald hocha la tête, hébété. « Oui, bien sûr. » Tandis que les préparatifs se poursuivaient, le regard de Miss Marple se porta de nouveau, par la fenêtre de la sacristie, sur la vue qui lui traversait l'esprit. 2 séries d'empreintes de pas, observées d'en haut. Une jeune fille en robe de mariée troquant ses pantoufles de satin contre des chaussures de voyage. Un voile jeté ou déchiré à un endroit où il était prévu qu'il soit découvert par le fils d'un fermier. Et maintenant, des traces de pneus opportunément placées près du chemin. Elle jeta un coup d'œil à Marc, qui restait immobile, observant les hommes de l'inspecteur comme pour les inciter à l'efficacité. Il avait retrouvé son calme, mais une tension sous-jacente persistait, une tension qui ne correspondait pas tout à fait au chagrin. Poppy Draycott s'approcha de tante Lucinda. « Madame Lucinda, » murmura-t-elle, audible seulement grâce au silence qui était retombé. « Clara m'a dit quelque chose ce matin. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « Quoi ?» demanda tante Lucinda. Poppy déglutit. « Elle a dit que tout serait bientôt fini. » Gérald se raidit. « Terminé. Je croyais qu'elle parlait de la cérémonie. Elle a ri en le disant. » Le regard de Poppy se posa brièvement sur Marc avant de se détourner. Mais maintenant, le regard de Craddock s'aiguisa. Avait-elle l'air effrayée ? Non, seulement résolue. Miss Marple ressentit une légère émotion intérieure, un sentiment de reconnaissance. La résolution pouvait prendre bien des formes. Craddock referma son carnet. « Merci, mademoiselle Draycott, cela nous sera utile. » Il se tourna vers Marc. « Nous devons procéder méthodiquement. S'il s'agit d'une fugue, nous découvrirons avec qui. S'il s'agit d'un enlèvement, nous découvrirons par qui. Et si... » Son regard parcourut l'assemblée. « Il s'agit d'autre chose. Nous le découvrirons également. » Le vent tourna, emportant avec lui le léger parfum humide du ruisseau du moulin voisin. Un instant, la route parut s'étendre à perte de vue, insouciante et indifférente. Miss Marple croisa les mains gantées. Les choses commençaient à s'arranger, sans toutefois former un ensemble cohérent. Clara avait quitté l'église, cela était certain. Quant à savoir si elle s'était dirigée vers l'amour, vers la peur ou vers quelque chose de plus sombre, le mystère restait entier. Mais quelqu'un, peut-être plusieurs personnes, savaient déjà de qui il s'agissait. La recherche en direction du moulin ne donna rien de concret, si ce n'est la confirmation que les traces de pneus se prolongeaient effectivement sur une courte distance avant de se fondre indistinctement dans les ornières ordinaires du chemin. Le moulin lui-même restait silencieux, sa roue immobile dans le froid hivernal. Le meunier, déconcerté et indigné qu'on lui ait suggéré qu'il aurait pu apercevoir une mariée en fuite sans rien dire, était indifférent. Personne n'avait franchi sa porte en robe blanche, et aucune voiture ne s'était attardée à sa vue ce matin-là. En début d'après-midi, le gel avait laissé place à une terre humide, effaçant la fragile clarté du matin. L'inspecteur Craddock, le visage pensif, fit rebrousser chemin à ses hommes vers le village. L'enquête officielle allait désormais se poursuivre à l'intérieur, dans les salons, autour des bureaux, au milieu des souvenirs chuchotés. La maison des Fairchild, une respectable demeure en briques rouges en bordure du parc, les accueillit avec une politesse forcée. Imogen était installée sur un canapé, le voile retrouvé plié soigneusement à côté d'elle comme une accusation. Gérald arpentait la pièce. Tante Lucinda se tenait en faction près de la cheminée, comme prête à conjurer le mauvais sort par la seule force de sa personnalité. Marc était toujours là, mais plus au centre. Il avait légèrement écarté une chaise, les mains jointes sans forcer, le regard baissé, dans une attitude qui suggérait la patience plutôt que la détresse. Craddock ôta son chapeau. « Madame Fairchild, je dois vous reposer la question. Votre fille a-t-elle reçu des lettres récemment? Une communication qui l'a perturbée. » Le regard d'Imogen se porta lentement sur le secrétaire près de la fenêtre. « Clara faisait livrer son courrier ici. Je ne l'ai pas lu. Pouvons-nous l'examiner ?» Une brève hésitation traversa son visage, puis disparut. « Si vous y tenez. » Gérald s'avança pour ouvrir le tiroir. À l'intérieur se trouvait une pile d'enveloppes bien rangées, certaines ouvertes, d'autres non. Craddock les tria soigneusement. Invitations, factures, petits mots de félicitations.
Rien d'alarmant au premier abord. Miss Marple, qui avait accompagné Madame Wicks sous prétexte de la soutenir, observait discrètement à distance. Son regard ne s'attardait pas sur les lettres, mais sur la petite corbeille à papier sous le bureau. Elle était vide, trop vide peut-être pour une maisonnée le matin d'un mariage. « Clara s'est levée tôt », demanda-t-elle doucement. « Oui », répondit Imogen. Elle souhaitait s'habiller à l'église pour éviter les remous. Était-elle seule lorsqu'elle s'est partie? Poppy l'accompagnait. Tous les regards se tournèrent vers la porte où Poppy Draycott restait suspendue, incertaine. « Mademoiselle Draycott, dit Craddock, vous étiez avec Mademoiselle Fairchild ce matin. »« Oui, inspecteur. » Décrivez son comportement. Poppy tordit ses gants. Elle était calme, pas vraiment nerveuse, déterminée. Elle m'a demandé 2 fois l'heure. A-t-elle reçu des visiteurs à l'église? Non, nous sommes allés directement à la sacristie. Je l'ai aidée avec sa robe. Elle m'a demandé de sortir juste avant le début de la cérémonie, disant qu'elle souhaitait un moment seul. À ce moment-là, Marc releva légèrement la tête. « Et combien de temps avez-vous été absent ?» insista Craddock. « 5 minutes, peut-être moins. Je me tenais près de l'avant avec le bouquet. Et à votre retour ?»« Non, » dit Poppy d'une voix faible. « La musique a commencé. Je pensais qu'elle suivrait. » Craddock prit note. Mademoiselle Fairchild était donc seule dans la sacristie pendant plusieurs minutes. « Oui. » Le regard de Miss Marple se porta de nouveau sur Marc. Son expression n'avait pas changé, mais le silence qui l'entourait s'était accentué. « Inspectrice !» La voix de Selina Harting s'éleva près de la cheminée. Elle était entrée sans prévenir et observait maintenant avec un détachement froid. Si Clara avait eu l'intention de partir de son plein gré, ces minutes auraient en suffi. Gerald se retourna brusquement. « Selina, je ne parle que d'un point de vue pratique, » a-t-elle déclaré. Si elle avait prévu de rencontrer quelqu'un, le moment était précis. Craddock referma le tiroir de l'escritaire. « Nous nous renseignerons également à la gare, dit-il. Pourrons-nous savoir si un train a été pris ?»« Il n'y a pas de train avant midi, » rétorqua Gerald sèchement. « Tu le sais. Ensuite, peut-être une voiture jusqu'à la ville suivante. » Miss Marple fit un petit pas vers la fenêtre. De là, on pouvait voir la ruelle qui s'éloignait de la maison. Une voiture aurait forcément été remarquée, à moins qu'elle ne soit arrivée plus tôt et n'ait attendu hors de vue. « Inspecteur, dit-elle d'un ton doux, puis-je vous demander si quelqu'un a examiné la sacristie plus en détail? L'intérieur, je veux dire. » Craddock la regarda. « Nous l'avons fait brièvement. Parfois, poursuivit-elle, ce qui reste peut être aussi instructif que ce qui est enlevé. » Le regard de Marc s'aiguisa presque imperceptiblement. Craddock acquiesça. « Tout à fait, j'y retournerai sous peu. » Tandis qu'il se dirigeait vers la porte, Gerald le suivit, impatient d'agir. Tante Lucinda reprit sa place auprès d'Imogen. Selina resta où elle était, le regard pensif. Miss Marple s'approcha enfin du bureau et jeta un coup d'œil en bas. Une légère marque était visible sur la surface polie. Une simple empreinte en forme de croissant, comme si un objet lourd y avait reposé un instant. Une petite valise, peut-être. « Clara a emporté peu de bagages ?» demanda-t-elle. Imogen ferma les yeux. Elle n'emporta que le nécessaire pour la nuit à Harting House. « Bien sûr. » Marc se leva alors en lissant son manteau. « Inspecteur, dit-il d'un ton égal, je vais vous accompagner jusqu'à l'église. »« Très bien. » Au moment de leur départ, Miss Marple sentit une tension se resserrer. Clara avait congédié sa demoiselle d'honneur pour un instant. Elle avait changé de chaussures. Elle avait marché au lieu de courir vers la voiture qui l'attendait. Et elle avait dit que tout serait bientôt terminé. Mais à propos de quoi? Du mariage, ou de quelque chose qui l'a précédé. Dehors, la lumière avait viré à l'après-midi, et le village Green affichait une sérénité trompeuse. Pourtant, sous ce calme apparent, couvaient des courants de spéculation et de peur. Miss Marple ajusta une nouvelle fois ses gants. Quelque part entre la fenêtre de la sacristie et les traces de pneus se cachait la vérité, non pas dans le drame évident d'une mariée disparue, mais dans les petits choix délibérés qu'elle avait faits avant de disparaître de notre vue. Lorsque l'inspecteur Craddock revint à St. Swithin cet après-midi-là, l'église avait retrouvé son calme habituel, bien que l'air semblât légèrement perturbé, comme si le choc du matin avait laissé une empreinte sur les pierres elles-mêmes. Les rubans qui pendaient encore au porche, désormais flasques et incongrus, détonnaient. À l'intérieur, le parfum des fleurs s'était intensifié, devenant entêtant en l'absence de toute célébration. Miss Marple accompagnait de nouveau le petit groupe, sa présence si discrète que personne n'y prêta attention. Marc marchait aux côtés de l'inspecteur, l'air imperturbable,
malgré une certaine impatience sous-jacente. La sacristie se trouvait à côté du chœur, sa fenêtre étroite laissant filtrer une lumière grise d'hiver. La pièce portait des traces d'une occupation récente. Une chaise légèrement inclinée, un petit miroir au mur, une épingle oubliée sur le sol. La fenêtre ouverte était toujours là, fermée mais non verrouillée. Craddock se déplaça méthodiquement. « Vous avez trouvé la pièce ainsi ?» demanda-t-il à Mark. « Oui. »« Et vous avez observé les empreintes depuis cet endroit ?»« Oui. » Mark s'approcha de la fenêtre et fit un geste vers l'extérieur. Il menait le long du chemin vers les ifs. Miss Marple les rejoignit et jeta un coup d'œil au loin. De ce point de vue, le chemin était visible, bien que le givre qui en avait jadis conservé les traces ait désormais entièrement disparu. « Curieuse, » murmura-t-elle. Craddock la regarda. « À quel égard ?»« On pourrait s'attendre, dit-elle doucement, à ce qu'une mariée en satin laisse quelques traces dans la pièce. Une éraflure, un mouvement précipité. Pourtant, tout semble plutôt impeccable. » La voix de Mark était cool. Clara était toujours impeccable. Le regard de Miss Marple se porta sur la chaise. Un petit mouchoir en dentelle était accroché à son dossier. Elle le souleva délicatement. Était-ce à elle? Mark fronça légèrement les sourcils. « Je le crois. »« Il semble peu probable qu'elle l'ait abandonné intentionnellement, » observa Miss Marple. « Une mariée est généralement attentive à ce genre de détails. » Craddock prit note et examina la table de travail sous le miroir. « Aucune lettre n'a été oubliée, » dit-il. « Non, » répondit Mark. « Portait-elle un sac? » « Une petite valise, pour le voyage jusqu'à Harting House. » Le regard de Miss Marple s'arrêta sur la surface polie de la table. On y distinguait, faiblement, la même empreinte en forme de croissant qu'elle avait remarquée sur le bureau chez les Fairchild. Elle imagina le poids d'une petite valise posée un instant, le temps d'ajuster des gants ou de mettre un voile. « Inspecteur, dit-elle, puis-je vous demander si quelqu'un a demandé si une voiture avait été aperçue plus tôt ce matin, avant la cérémonie ?» Craddock réfléchit. « Nous avons posé la question en chemin. » « Pas seulement le long de la route, poursuivit-elle, mais près de l'église elle-même, cachée peut-être. » Mark se retourna brusquement. « Il n'y a aucun endroit où cacher un véhicule près de St. Swithin's. »« Pas entièrement dissimulé, » répondit Miss Marple d'un ton neutre, « simplement pas immédiatement visible. » Craddock s'approcha de la fenêtre et scruta le cimetière. Au-delà des ifs, une ruelle étroite serpentait derrière le mur du cimetière, rarement empruntée sauf par le fossoyeur. « Cette piste, » dit-il lentement, « où mène-t-elle ?»« Par l'ancienne route de la Carrière, » répondit Mark. « Mais elle est rarement empruntée ?»« Rarement, » répéta Miss Marple. Ils quittèrent la sacristie et firent le tour du cimetière. Le chemin en question était étroit, bordé de pierres moussues et de ronces. Sa surface portait la légère trace d'un passage récent. Aucune empreinte nette, mais une subtile irrégularité dans le gravier. Craddock s'accroupit et examina le sol. Un véhicule aurait pu attendre ici sans être vu depuis la route principale. Mark serra les dents. Si c'est le cas, Clara aurait dû traverser la cour. « Oui, » dit doucement Miss Marple. « Et ce passage aurait été visible pour quelqu'un, à moins d'avoir été effectué au moment précis. » Ils parcoururent la distance qui séparait la fenêtre de la sacristie de la ruelle. Ce n'était pas loin. Une personne se déplaçant d'un pas décidé pouvait la traverser en moins d'1 minute. Craddock se redressa. Mademoiselle Draycott a dit qu'elle était absente 5 minutes. Cela suffira. Mark croisa les bras. « Vous êtes en train de construire un récit de départ prémédité. »« J'y réfléchis, » répondit Craddock d'un ton égal. Miss Marple s'arrêta près des ifs. À leurs pieds gisaient des pétales blancs éparpillés, vestiges du bouquet de la mariée. Elle se baissa et en ramassa un. Il était intact. Si Clara s'était débattue, dit-elle presque pour elle-même, il y aurait eu du désordre, du tissu déchiré, des ecchymoses, mais le voile a été attrapé proprement, sans être déchiré violemment. Les yeux de Mark s'illuminèrent. « Vous insinuez qu'elle a mis ça en scène. »« Je ne suggère rien de précis, » répondit calmement Miss Marple. « Simplement que les jeunes femmes qui craignent d'être enlevées pensent rarement à changer de chaussures. » Un silence s'installa entre eux. Craddock expira lentement. « Monsieur Fairchild, votre fiancée a-t-elle exprimé des doutes quant au mariage ?»« Non, » répondit aussitôt Mark. Puis, après une brève hésitation, « pas les sérieuses. »« Des doutes mineurs, alors ? Des nerfs normaux ?» Miss Marple l'observait attentivement. Son hésitation était légère, mais bien présente. « Avait-elle une connaissance, » poursuivit Craddock, « que vous considériez comme inconvenante ?» Le visage de Mark se durcit. Clara était admirée. Ce n'est pas la même chose qu'elle était attachée à quelqu'un. « Des noms, » insista Craddock.
Il y avait un homme à Londres, dit Mark à contre-cœur, avant son retour au village, un architecte, Julian Ashcombe. Mais c'est terminé depuis des mois. Ce nom éveilla l'esprit de Miss Marple. Londres, l'architecture, des affaires inachevées, des liens qui s'étendaient bien au-delà de Little Harting. « Et vous êtes certain que c'est terminé ?» demanda Craddock. « C'est ce que Clara m'a assuré. » Miss Marple jeta un dernier coup d'œil à l'étroite ruelle derrière le mur du cimetière. Un véhicule qui y attendait n'aurait pas été visible depuis les portes de l'église. Il aurait suffi d'un peu de timing et de détermination. Résolution. Les mots de Poppy lui revinrent. Tandis qu'il rebroussait chemin vers l'entrée de l'église, la lumière hivernale faiblissait légèrement, et les nuages s'épaississaient au-dessus d'eux. Le village restait calme en apparence, mais sous cette quiétude coulait un courant de suspicion silencieux, se ramifiant dans de nombreuses directions. Si Clara était partie de son plein gré, elle l'avait fait avec précision. Si elle était partie à contre-cœur, alors une personne suffisamment proche pour gagner sa confiance l'avait guidée. Miss Marple joignit les mains lorsqu'elles atteignirent de nouveau le porche. Le motif se dessinait, délicat comme de la dentelle. Mais la dentelle, elle le savait, pouvait autant dissimuler que révéler. En début de soirée, Little Harting s'était plongé dans ce silence étrange qui suit le choc public. Les rideaux frémissaient plus qu'à l'ordinaire. Les lampes étaient allumées plus tôt que nécessaire. Les conversations se déroulaient à voix basse, derrière les portes des salons. Pourtant, personne ne se détournait vraiment de l'affaire. La disparition d'une mariée n'était pas un événement qu'on laissait s'estomper discrètement. L'inspecteur Craddock s'installa temporairement dans la petite pièce attenante au bureau du gendarme du village. Les dépositions furent recueillies avec une patience méthodique. Des noms apparurent, furent examinés, puis mis de côté. Julian Ashcombe, l'architecte londonien, devint immédiatement la cible de l'enquête. Un télégramme fut expédié sans délai. Mark Fairchild resta coopératif, malgré une tension accrue dans ses yeux. Il répondit aux questions directement, sans jamais éluder la question, mais sans s'étendre non plus. Interrogé sur le séjour de Clara à Londres, il parla d'exposition, de connaissances et d'une admiration sans conséquence. « Elle aimait être admirée », a-t-il admis un jour, une pointe d'amertume sous ses mots. Ça ne voulait rien dire. « Vraiment ?» demanda Craddock d'un ton neutre. Mark serra les mâchoires. « Clara a choisi de revenir ici. »« Et pour t'épouser ?»« Oui. » Miss Marple, assise tranquillement à l'écart sous prétexte d'attendre Madame Wicks, observait la conversation sans un mot. Elle remarqua combien de fois Mark faisait référence au choix de Clara. Son retour, son accord, ses assurances. Le mot « choix » avait une signification particulière. Plus tard, chez les Fairchild, les tensions s'exacerbèrent. Gérald s'était replié sur une indignation crispée. Tante Lucinda rassemblait ses théories comme une armée. Imogen gardait son calme, mais ce calme était désormais plus fragile, mis à rude épreuve. « Je n'arrête pas de penser, » dit doucement Imogen, tandis que Miss Marple s'asseyait à côté d'elle, « qu'elle ne serait pas partie sans me le dire. Pas vraiment partie. À moins qu'elle ne juge plus humain de ne pas le faire, suggéra doucement Miss Marple. Imogen serra de nouveau le voile entre ses doigts. Clara n'a pas toujours été gentille. L'aveu restait en suspens entre eux. S'est-elle disputée récemment avec M. Fairchild demanda Miss Marple. Un petit désaccord, concéda Imogen. À propos de Londres. Clara souhaitait y retourner avant le mariage. Mark s'y opposait. Fortement désapprouvé. Il estimait que c'était inutile. Miss Marple inclina la tête. Les jeunes hommes préfèrent parfois la certitude. Et Clara, la voix d'Imogen trembla. Elle n'aimait pas être certaine. Ce soir-là, le télégraphe fit savoir que Julian Ashcombe était à l'étranger, à Paris, d'après son employé, et ce, depuis 15 jours. Pas de départ soudain, pas d'arrivée secrète à Little Harting. Le fil de l'affaire, du moins pour l'instant, s'amenuisait. L'inspecteur Craddock assimila l'information sans manifester la moindre frustration. Si mademoiselle Fairchild avait l'intention de s'enfuir, elle ne l'a pas fait avec M. Ashcombe, déclara-t-il. À moins que quelqu'un ne se soit fait passer pour lui, déclara tante Lucinda d'un ton sombre. Craddock n'a même pas daigné répondre. Miss Marple rentra chez elle à pied sous un ciel bas et lourd de nuages. Madame Wicks bavardait nerveusement à ses côtés, rapportant toutes les rumeurs qui circulèrent déjà. Mais l'esprit de Miss Marple était ailleurs. Elle examinait avec une délicatesse extrême les moindres détails. Clara avait congédié Poppy pendant 5 minutes. Elle avait changé de chaussures. Elle avait quitté calmement la sacristie pour rejoindre un véhicule qui l'attendait, dissimulé derrière le mur du cimetière. Elle avait laissé son voile être récupéré là où on le retrouverait.
et elle avait dit que tout serait bientôt terminé. Pourquoi? Le lendemain matin apporta une sorte de réponse, mais pas celle que l'on espérait. Un ouvrier de la carrière arriva en courant au village juste après l'aube. Il traversait le bosquet en contrebas lorsqu'il aperçut quelque chose près du ruisseau, au-delà de l'ancien chemin de la carrière. Quelque chose de blanc sur la terre sombre de l'hiver. Lorsque l'inspecteur Craddock arriva au bosquet, la petite clairière était bouclée. Le ruisseau était peu profond et froid, sa surface terne sous le ciel gris. Et là, sur la berge où les roseaux pliaient sous le froid, gisait Clara Fairchild. Sa robe, jadis immaculée, était tachée de boue à l'ourlet. Il lui manquait une pantoufle. Son voile avait disparu. On l'avait retrouvée la veille. Elle était couchée sur le côté, comme si elle s'était simplement arrêtée pour se reposer. Mais le calme était indéniable. Le cri d'Imogen, lorsque la nouvelle lui parvint, traversa le village comme une lame. Craddock s'agenouilla près du corps avec une efficacité solennelle. Aucune marque de violence n'était visible sur la peau de Clara. Aucune blessure grave. Pourtant, sa pâleur et la position anormale de son bras en disaient long. « Noyade », hasarda un agent de police. Craddock secoua lentement la tête. Le ruisseau est à peine assez profond. Miss Marple se tenait au bord de la clairière, le visage grave. Elle observait attentivement le sol. Il y avait des empreintes, confuses et superposées, des traces de mouvement. Pourtant, la terre près de la main de Clara portait une marque plus profonde, comme si elle l'avait serrée. Marc arriva peu après, essoufflé par la précipitation. Il s'arrêta à quelques pas du corps, le visage décoloré. « Clara », dit-il, presque inaudiblement. L'inspecteur Craddock se leva. « Monsieur Fairchild, je vous prie de rester en arrière. » Marc ne protesta pas. Il resta immobile, le regard fixe. Le regard de Miss Marple oscillait entre eux. Du chagrin, oui. Du choc, assurément. Mais sous l'expression de Marc se cachait autre chose. Quelque chose qu'elle avait déjà entrevu. Non pas de la surprise. Le ruisseau murmurait doucement, indifférent aux tragédies humaines. Si Clara avait marché de son plein gré jusqu'à la voiture qui l'attendait, elle n'était pas arrivée saine et sauve à destination. Quelque part entre l'allée du cimetière et ce bosquet paisible, le cours des événements avait basculé à jamais. Miss Marple croisa les mains dans ses manches. Le voile, les empreintes de pas, la voiture dissimulée, tout cela indiquait une mise en scène. Ceci, ici, près du ruisseau, indiquait une conséquence. Et les conséquences, elle le savait, étaient rarement accidentelles. Le silence demeurait longtemps, après que le choc initial se soit dissipé dans la clairière près du ruisseau. L'inspecteur Craddock dirigea l'enlèvement du corps de Clara d'une autorité tranquille, veillant à ce que le moindre indice soit relevé, avant qu'elle ne soit emportée sous une couverture empruntée. Les villageois, rassemblés à distance, se dispersèrent lentement, désormais apaisés d'une manière que les commérages ne pouvaient plus apaiser. La transformation de la fiancée disparue en une figure inanimée avait complètement changé la nature des spéculations. Mark Fairchild resta immobile jusqu'à ce que le brancard soit soulevé. Il observa sans dire un mot, le visage impassible, presque figé. Ce n'est que lorsque le cortège commença à s'engager sur la voie qu'il s'écarta, les mains retombant le long de son corps sous l'effet d'un effort visible. Craddock s'approcha de lui. « Monsieur Fairchild, je vous demanderai d'être présent à l'enquête. »« Bien sûr, » répondit Marc d'une voix assurée. « Comment a-t-elle »« On ne peut pas encore le dire, » interrompit doucement Craddock. « Il n'y a pas de blessures apparentes. Il ne semble pas se noyer. » Le regard de Marc se porta un bref instant sur le ruisseau peu profond, comme pour en évaluer à nouveau la profondeur. Puis elle est tombée. Peut-être. Miss Marple se tenait un peu à l'écart, le regard fixé sur la berge où Clara avait été étendue. Les roseaux y étaient aplatis en un arc étroit, non pas le vaste désordre d'une violente lutte, mais quelque chose de plus contenu. Elle s'approcha lorsque les gendarmes eurent terminé, examinant attentivement le sol. Près du rivage, le sol portait de nouveau les marques de 2 séries d'empreintes. L'une, plus claire, correspondait à la pantoufle manquante de Clara. L'autre, plus profonde et plus large. L'espacement suggérait une proximité côte à côte. Elle s'accroupit légèrement, remarquant comment les empreintes plus profondes s'incurvaient vers l'intérieur à un endroit, comme si le propriétaire avait effectué un virage brusque. Un pivot, puis une éraflure, et enfin, l'empreinte laissée par la main de Clara. « Inspecteur », appela-t-elle doucement. Craddock la rejoignit. « Oui, Miss Marple. Il semblerait qu'elle ne soit pas arrivée ici seule. » Il suivit son indication, étudiant les impressions. « Nous nous en doutions. » En effet,
Mais remarquez comme les traces restent proches jusqu'à présent. Il n'y a aucun signe de poursuite, pas d'élargissement de la foulée. Craddock hocha lentement la tête. Vous insinuez qu'elle est partie de son plein gré. Je suggère, répondit Miss Marple, qu'elle faisait confiance à la personne à côté d'elle. Mark resta à quelques mètres de distance, le regard baissé. Une brise agitait les branches au-dessus de sa tête, projetant une légère pluie de feuilles mortes sur la terre humide. Plus tard, dans l'après-midi, l'examen préliminaire confirma ce que Craddock soupçonnait déjà. Clara ne s'était pas noyée. On constatait des signes de pression à la gorge, pas assez fortes pour provoquer des ecchymoses importantes, mais suffisantes pour obstruer sa respiration. Une main ferme, appliquée intentionnellement. La nouvelle s'est répandue rapidement. Chez les Fairchild, Imogen reçut la nouvelle avec un silence plus terrible que l'hystérie. Gérald réclama justice d'une voix tonitruante. Tante Lucinda se remit à énumérer ses ennemis avec une vigueur renouvelée. Mark resta assis pendant toute la révélation sans laisser paraître son effondrement. Il ferma brièvement les yeux lorsque la cause fut énoncée, puis les rouvrit, clairs et secs. Elle ne serait pas partie de son plein gré avec un homme qui lui voulait du mal, a-t-il déclaré. Miss Marple, assise en face de lui, le regarda pensivement. Non, acquiesça-t-elle. Pas de son plein gré. Craddock se pencha en avant. Monsieur Fairchild, je dois vous reposer la question. Mademoiselle Fairchild a-t-elle exprimé l'intention de rencontrer quelqu'un en privé le matin du mariage? Non. A-t-elle reçu une quelconque communication l'incitant à le faire? Pas à ma connaissance. L'esprit de Miss Marple se tourna de nouveau vers la corbeille à papier vide sous le bureau. « Inspecteur, dit-elle doucement, se pourrait-il qu'une lettre ait été détruite ?» Le regard de Craddock s'aiguisa. Le panier était vide, précisément. Le regard de Mark se tourna vers elle, froid et scrutateur. « Vous insinuez qu'il y a dissimulation. »« Je sous-entends, répondit-elle d'un ton doux, que les jeunes femmes détruisent parfois des lettres lorsqu'elles ont pris leur décision. »« Et quelle était la décision prise par Clara ?» demanda Mark. Miss Marple croisa son regard. « C'est ce que nous devons déterminer. » Le lendemain matin apporta de nouveaux éléments. Un mécanicien du coin signala qu'une voiture sombre, correspondant à la description donnée par le garçon du fermier Ridley, avait été aperçue près de la route de la carrière peu après 11 heures, soit à peu près l'heure à laquelle Clara aurait quitté le cimetière. « Le conducteur est seul, » demanda Craddock. « Je ne saurais dire, monsieur. C'est passé assez vite. L'avez-vous reconnu ?» Le mécanicien hésita. « On dirait une voiture de la marque de monsieur. Fairchild. » Tous les regards se tournèrent vers Mark. « Ma voiture était garée dans l'allée toute la matinée, » dit-il d'un ton égal. « Beaucoup peuvent en témoigner. » Craddock prit note. « Nous allons vérifier. » Miss Marple observa attentivement l'échange. La ressemblance avec un véhicule pouvait être une coïncidence, ou une simple commodité. Alors que le crépuscule retombait sur Little Harting, un subtil changement s'opéra dans l'écheveau des soupçons. L'histoire de la fugue avait laissé place au meurtre. Le compagnon de confiance qui avait marché aux côtés de Clara était désormais sous le feu des projecteurs. Plus tard, Miss Marple s'assit près de son petit feu, les mains jointes sur les genoux. Clara avait fait suffisamment confiance à quelqu'un pour quitter l'église calmement. Elle avait marché à ses côtés sans crainte. Elle avait atteint le bosquet et s'était arrêtée tout près, si près qu'une main pouvait lui atteindre la gorge sans qu'elle puisse opposer de résistance. La confiance, songea Miss Marple, était souvent l'erreur finale et la plus fatale. Et quelque part dans le village, l'homme qui avait marché aux côtés de Clara se promenait toujours librement. Une fois les soupçons portés sur Little Harting, ils ne se sont pas dissipés facilement. Ils ont pris de l'ampleur et se sont précisés. Lorsque l'enquête s'est ouverte 2 jours plus tard dans la petite salle de réunion située au-dessus de la mairie, l'atmosphère, autrefois empreinte de choc, avait fait place à la vigilance. L'inspecteur Craddock présenta les conclusions de l'enquête avec une précision calme. Clara Fairchild avait quitté la sacristie de l'église St. Swithin entre 11h et 11h50. Elle avait traversé le cimetière en direction de l'allée arrière, où des traces de pneus indiquaient qu'une voiture l'attendait. Elle s'était ensuite dirigée, volontairement ou non, vers le chemin de la carrière. Là, près du bosquet bordant le ruisseau, elle avait été tuée par strangulation manuelle. Aucun signe de lutte prolongée, aucune blessure de défense significative. Elle connaissait son agresseur, conclut Craddock, ou bien elle se croyait en sécurité en sa compagnie. Ces mots pesaient lourdement sur l'assemblée. Mark Fairchild prit ensuite la parole. Il s'exprima distinctement et relata la matinée depuis l'hôtel. Il décrivit avoir vu les empreintes de pas depuis la fenêtre de la sacristie.
Il admit un léger désaccord avec Clara au sujet d'un projet de voyage à Londres, mais n'y a toute dispute sérieuse. Mademoiselle Fairchild a-t-elle jamais menacé de se retirer du mariage ? A demandé le coroner. Non, répondit Mark sans hésiter. Elle était contente. Encore ce mot. Miss Marple, assise au fond de la salle à côté de Madame Wicks, sentit ses pensées se crisper légèrement. Le contentement s'affirmait souvent, avec le plus de force là où il commençait à se fissurer. L'enquête ayant été ajournée en attendant des investigations complémentaires, Craddock a repris les interrogatoires privés avec une attention renouvelée. La voiture de Mark a été examinée minutieusement. L'usure de ses pneus était comparable à celle de nombreux véhicules de la région. Aucune conclusion définitive n'a pu être tirée. Plusieurs villageois ont confirmé l'avoir vu garé dans l'allée Fairchild le matin, sans toutefois pouvoir l'affirmer avec certitude à chaque instant. Plus intéressant encore fut peut-être le témoignage de Poppy Draycott. Interrogée avec soin, elle révéla un fait qu'elle avait auparavant omis. Quand Clara m'a congédiée de la sacristie, dit Poppy à voix basse, elle tenait une lettre. La plume de Craddock s'arrêta. Vous n'en avez pas parlé auparavant. Je ne pensais pas que c'était important. Elle l'a glissé dans son gant. J'ai supposé que ça venait de M. Fairchild. Ce n'était pas le cas, répondit Mark sèchement. Craddock se retourna. Comment le savez-vous ? Parce que je ne lui ai pas écrit de lettre ce matin-là. Le silence s'étira. Miss Marple regarda Poppy d'un air pensif. L'enveloppe était-elle ouverte, ma chère ? Oui, elle l'avait déjà lue. Et son expression ? Pas effrayée, répondit lentement Poppy. Plutôt déterminée, comme si elle s'y attendait. L'inspecteur se renversa en arrière. Et la lettre n'a pas été retrouvée. Non, répondit Mark. L'esprit de Miss Marple se tourna de nouveau vers la corbeille à papier vide et le bureau ciré. Une lettre lue, puis emportée. Peut-être détruite ailleurs. Inspecteur, dit-elle doucement, pourrions-nous envisager que la lettre n'était pas une invitation, mais un simple rappel ? Un rappel de quoi ? Demanda Craddock. D'une chose que Clara aurait souhaité régler avant son mariage. Le regard de Mark se porta furtivement sur elle, indéchiffrable. Plus tard dans l'après-midi, un autre petit élément vint s'ajouter. Le mécanicien qui avait aperçu la voiture près de la route de la carrière revint avec des détails supplémentaires. Elle avait un impact, dit-il. Aile gauche.